Je me trouve avec Solal Fakiel, qui est influenceur, youtubeur, ou devrais-je dire plutôt vidéaste à la base. Comment ça va? Ça va bien, merci Eli. Alors tu es francophone, anglophone, hébréophone, tu maîtrises vraiment les trois langues, c'est assez impressionnant d'ailleurs de t'entendre dans les vidéos. On va parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie évidemment. Tu as beaucoup de followers sur ta page en anglais. J'ai l'impression que c'est le public qui t'intéresse en premier lieu. À la base, j'avais commencé un documentaire qui s'appelait Israel from Inside. Le but, c'était de parler aux gens qui viennent de l'étranger, parce qu'on a toujours des journalistes qui connaissent pas beaucoup Israël, qui viennent parler d'Israël ou du conflit israélo-palestinien, mais qui maîtrisent ni l'hébreu ni l'arabe. Et donc, moi, je voulais montrer une image de ceux qui vivent ici. Donc, j'ai appris l'hébreu et aussi un peu l'arabe, parce que j'ai commencé à me promener un peu partout pour aller interviewer, parler à des gens et tout et tout. À la base, j'y connaissais rien au conflit israélo-palestinien. J'adorais me montrer une autre image de Tel Aviv, c'est pour ça que je faisais de la photo, j'étais photographe, vidéaste, et j'aimais montrer tout ce qui est plus lifestyle, mode, le street art, des architectes, tout et rien. Je voulais montrer une image de Tel Aviv ou d'Israël de haute qualité à travers la photo et la vidéo. Ma trajectoire, elle a dévié grâce au Covid, et je me suis dit, bon là je vais apprendre l'arabe, parce que de toute façon je vis dans un pays où il y a 2 millions d'arabes, ça parle arabe, et tous les pays voisins parlent arabe. Donc moi, ce dont j'ai envie, c'est de me sentir à l'aise chez moi, en Israël, mais aussi au Proche-Orient. J'ai envie qu'un jour on puisse aller en Jordanie encore plus facilement, en Égypte ou aux Émirats arabes, et qu'il y ait un train. On va parler un petit peu de ta relation, ta vision sur les Arabes d'Israël et environnant, parce que c'est intéressant. Je te trouve d'ailleurs très courageux, parce que tu te photographies, tu te filmes dans des endroits plutôt, on va dire, inattendus, notamment l'esplanade des mosquées qu'on appelle nous le mont du Temple. Il y a beaucoup de préjugés. Quand on y va le matin, il n'y a jamais personne. Ce qu'on aime au Proche-Orient ou en Israël, et surtout les Arabes et les musulmans, c'est plus de vivre le soir, de profiter le soir. Donc ils vivent la nuit et plus loin. Donc quand on y va le matin, il y a personne. En fait, on se fait toute une montagne d'un concept d'une guerre, parce qu'à chaque fois qu'il y a des jets de pierre ou tout, ça se passe là-bas. Mais ça se passe 2 fois par an. Le reste de l'année, c'est calme. Mais c'est ce que se disaient les participants à l'événement Nova. Ils se disaient, il n'y a rien, mais c'est rare, on reçoit quelques roquettes. Ils ont dédramatisé au final ce conflit qui nous oppose avec les Arabes de cette région, et il s'est passé ce qui s'est passé. Évidemment, tu peux te balader à Jérusalem, moi je le fais pas. Moi personnellement je le fais pas, j'ai beaucoup d'appréhension. Voilà, je le dis. J'aimerais me balader, voir Via Dolorosa, la partie chrétienne, etc. Je le fais pas. J'aimerais bien aller même du côté est de Jérusalem. J'évite. Toi, tu vas me dire, mais il n'y a rien, mais il se passe rien, etc. Jusqu'au moment où il y a un attentat. Jusqu'au moment où il y a un meurtre. Alors déjà, quand on est sur le mont du Temple, bien que ce soit contrôlé, on va dire, par le Waqf jordanien, on est en Israël. Enfin, sur le mont du Temple, non mais c'est-à-dire qui gère les entrées et qui gère comment tu vas poser en photo. T'as pas le droit de te toucher, t'as pas le droit de faire un truc comme ça. Mais pour le reste, le Magav, donc la police des frontières israéliennes, contrôle, se promène partout, t'es en sécurité, contrairement à Nova où là il y avait beaucoup moins de police ou d'armée. Ça c'est sûr. Donc, en fait, quand tu te mets, Jérusalem-Est n'existe plus. Aujourd'hui partout t'es en Israël, même à Jérusalem-Est. Oui, bien sûr que Jérusalem-Est, il n'y a plus Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est, bien sûr, évidemment depuis 67, mais on le ressent encore. Et comment dire, la communauté internationale, on utilise cette expression que pour parler d'Israël, la communauté internationale nous le fait remarquer régulièrement, notamment même la France, la France qui a 2 consulats, qui a 2, etc. Israël, c'est le miroir de nous-mêmes. Quand tu as des conflits avec toi-même, tu vas venir regarder tes conflits, et c'est beaucoup ce qui se passe en Israël. Et donc en fait, les Français, c'est n'importe quel genre de journaliste qui va venir ici, va vouloir regarder ce qui se passe au fond de lui. Ils vont aller chercher du conflit. Les gens qui sont en conflit avec eux-mêmes viennent chercher du conflit. Les gens qui sont en paix avec eux-mêmes viennent chercher de la paix. Les journalistes, en général, ils cherchent l'information, mais ils cherchent pas à regarder ce qui se passe vraiment au fond d'eux. C'est pas une critique, c'est juste une remarque que je fais parce que j'ai regardé beaucoup de journalistes qui viennent ici, et en fait, ils connaissent rien en conflit. Mais ils s'intéressent pas non plus à la paix. Au lieu de venir regarder la paix qui se passe, on va dire 360 jours par an, eux, ils vont s'intéresser aux 5 jours où c'est la guerre. Oui, mais que justement les journalistes qui vont en Thaïlande pour d'autres des conflits. Les journalistes qui vont en Thaïlande, ils vont parler de drogue en Thaïlande. Non, mais est-ce qu'ils vont, par exemple, peuvent aller en Thaïlande ou ils peuvent aller en Afrique? Ils n'y connaissent rien non plus à ces conflits-là. Mais pourtant, ils ne sont pas aussi passionnés. Bon, on va pas se cacher, Israël, c'est le pays de la Bible. C'est le pays qui a fondé le judéo-christianisme, l'islam, c'est tout ça à la base. Donc c'est sûr qu'on n'est jamais neutre face à ce conflit que l'on pense plurimillénaire, alors que c'est un nouveau conflit qui s'inscrit dans une continuité, évidemment. C'est ce que je voulais montrer avec mon contenu, c'est-à-dire qu'au contraire, au lieu d'avoir peur, va les rencontrer, parle un peu leur langue, apprends un peu l'islam, et tu vas voir comment ils vont te recevoir à l'inverse de ce que toi tu peux t'imaginer. Tu vas leur donner un petit peu, ils vont te donner beaucoup. Moi, partout où j'ai été, et je suis rentré dans les camps de réfugiés et compagnie, parce que je connaissais quelqu'un sur place, j'ai tout vu et il m'est jamais arrivé aucun problème. Alors, est-ce que je me promène avec plus de chance que d'autres? Je crois pas, parce que j'ai appris l'arabe. Si j'entends quelque chose qui va me mettre
mettre la puce à l'oreille, je me dis tiens là il faut peut-être que je me casse. Mais quand tu te promènes, ils ont quelque chose, quand ils disent souvent les Arabes bil ruh ou bil dam, par l'esprit et par le sang, genre je défendrai ma terre, c'est aussi quand ils ont un invité, ils défendront leur invité. Ça je l'admire et ça c'est une de leurs qualités qui est admirable. Là on va passer un petit peu au côté un peu linguistique. Alors tu t'intéresses beaucoup à la linguistique et surtout je dirais à la linguistique hébraïque, qui est un petit peu quand même le socle un peu de tes analyses sur Instagram. C'est pour ça que j'ai commencé cette page en français et que je trouve qu'il y a un rapport extraordinaire et magique entre l'hébreu et le français et entre, on va dire, la science et la religion. Alors, d'un côté on a Adonai, d'un autre côté on a ADN. On me dit, oh, bah, c'est la langue des oiseaux, c'est des jeux de mots, mais en fait, quand j'entends jeux de mots et langue des oiseaux, j'entends Shema Israël, j'entends les mashmaout, j'entends les sons, ils résonnent. Et tu fais des connexions, mais c'est vrai que c'est une linguistique assez libre, très auditive au final. Shema Israël. Ouais. Et pour moi, Israël, j'adore ce mot. La racine de Israël, Yachar, droit, et El, Dieu. Essaye d'être droit à l'image de Dieu. Et je me dis, bon, mais je vais le prendre au sens le plus propre, le plus simple. À la base, je suis, on va dire, pas du tout religieux, pas du tout traditionnel. Je le fais en disant, tiens, je vais provoquer la religion, je vais provoquer les questions, parce que c'est ça qui est beau aussi dans le judaïsme, c'est qu'on a le midrash, on a le droit, on se force à se poser des questions, à s'interroger les uns les autres, alors que dans certaines autres religions, au contraire, il y a, on va dire, une autorité qu'on n'a pas le droit de questionner, et je trouve que c'est ça qui est beau dans le judaïsme, c'est qu'au contraire, on va à l'encontre de la question et du progrès. Tu as quel âge, sans des indiscrétions? 39. 39 ans. Ça fait combien de temps que tu habites en Israël? 14 ans à peu près. Tu as fêté l'année dernière ta bar mitzvah d'Alia. Et j'ai toujours pas fait ma bar mitzvah dans la vie. Tu peux la faire à n'importe quel âge. Hein. Ah ouais. Le jour du mariage. On va lui organiser ça au Kotel. Zrat Hashem. Alors, Solal, toi, c'est quoi ton rapport avec Israël? Parce que si t'es pas religieux, t'as l'air quand même assez loin de tout ça à la base, mais j'ai l'impression que t'as trouvé en Israël une identité. J'ai une mère juive et un père chrétien. Mais mon père chrétien était peut-être plus juif que le reste de ma famille. C'est-à-dire qu'il adorait, il était très fier d'avoir un fils juif. Il était peut-être le plus juif de ses potes juifs. Et en fait, moi, mon père, il a toujours été très ésotérique et il adorait poser des questions et étudier, que ce soit les langues, n'importe quel savoir, et toujours être entre le créateur, l'architecte et la religion. Lui était plus bouddhiste. Mais c'est en fait, il y a tellement de schémas qui se reproduisent. Alors encore une fois, schéma et schéma. Oui, mais parce qu'en fait, on va entendre schéma, chimie, alchimie, sémantique, sématique. Et en fait, il y a un truc dans le shem, dans le nom, on porte notre nom. Quand je regarde les Indiens, en hébreu, indien c'est Hodi. Nous, on est les Yehudi. Hod, c'est la gloire, vénérer. Les Indiens vénèrent autant leur Dieu que nous, on vénère. Mais en fait, c'est une manière de regarder Dieu avec le sourire, de le regarder vers le haut. Et c'est ça que je recherche. Mitzrayim, Etzraim, l'Égypte, mais aussi l'arbre de vie, Etzraim, nos origines. Quand on regarde un arbre, qu'il est bien planté, quand je les regarde pousser droit, je me dis, ils poussent bien, ils ont des racines bien plantées et après ils poussent bien haut. Et j'ai l'impression que c'est ça que je retrouve dans le schéma d'Israël. C'est d'abord avoir des racines bien ancrées. Alors nous, on a une racine depuis 3000 ans, 3500, peut-être plus, et on essaie de toujours être à l'image de Dieu. B'Tselem Elohim. Et ouais, alors peut-être pour ça qu'on fait du tsiloum ou de la photo, ouais. je sais pas. Mais à force de regarder les autres à travers ce petit objectif et de chercher le plus beau en eux, de les mettre le plus en valeur, pas comme une mitzvah, mais c'est un cadeau en fait, à la fois qu'on fait et qu'on reçoit. Et je cherche que le plus beau. Je n'ai pas envie de chercher du négatif, j'ai envie de voir le positif dans les gens. Ce qui m'apporte, on se supporte. C'est un cadeau de jouer toute sa vie. J'ai envie de jouer le travail, avoda, eved. J'ai pas envie d'être l'esclave. J'ai pas envie d'être en Égypte dans ma vie. J'ai pas envie d'avoir Pharaon, le feu, l'ego qui m'emmerde. J'ai envie d'être Moshe, celui qui zorem, celui qui va, challenge accepted. Tu vois, j'essaye. Je rentre dans l'eau, je suis bélier, je suis feu, mais il faut que je me fasse copain avec l'eau. Il faut que je me fasse copain avec l'air. On m'a donné des cartes, mais il faut que je me complète. Et c'est ça que j'adore en fait avec Israël, c'est que ça me remet toujours ça en miroir. Alors c'est quoi justement ton rapport à l'hébreu? Toi tu y connaissais rien à l'hébreu avant de venir, d'accord? Tu as appris ici à l'Ulpan? J'ai appris en bossant dans les mariages. Ah d'accord. J'avais bossé dans les... T'étais serveur dans les mariages? Ouais, barman. Barman. À la base on arrivait et l'avantage c'est que comme les mecs ils viennent 5 ou 6 heures avant pour monter le bar, préparer le bar, donc toute la journée tu passes à parler avec des Israéliens et ensuite tu bosses, en plus ça te permet de gagner un peu d'argent. Et le contraire de certains Ulpan classiques et... Ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est qu'en fait, tu parles vite, contrairement à certaines profs russes qui te parlent tellement lentement que quand tu te retrouves dans la rue, t'es plus capable de comprendre ce que tu as appris et ce que tu as assimilé en cours. Donc en fait, bravo à toi. Et autant dire que le travail sur le tard et dans l'expérience et être sur le terrain, ça m'a appris très vite. Il est barman, mais ça se voit pas. Quand il se met debout, il fait 2 mètres quand même. En effet, je pense que le bar t'arrivait là. J'ai compris que tu as mis tout de suite la main à la pâte dès que t'arrivais en Israël. T'avais envie d'être actif, de t'intégrer rapidement dans la société par la langue. Tu voulais pas rester les langues. Extérieur à cette langue qui t'a tiré au final ou pas? Ou est-ce que c'est une langue qui a été rébarbative?
Non, je t'avoue qu'en fait, à la base, j'avais arrêté les études et ma mère m'a dit, s'il te plaît, dans la vie, rends-moi un service, apprends l'hébreu. Je lui ai dit, ok, je viens, j'apprendrai l'hébreu. Je voulais, c'est pas juste lui faire plaisir, mais en fait, l'hébreu, c'est la colonne vertébrale de toutes les autres langues. Quand j'entends en français le mot abécédaire, je me dis, mais l'abécédaire, c'est un livre qui t'apprend les lettres. Et cédaire, c'est l'ordre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et en fait, c'est le plus grand cadeau que tu peux te faire dans la vie, je pense, c'est d'apprendre l'hébreu. C'est quelque chose qui te remet face à toi-même. C'est un alphabet qui est magnifique parce que c'est un alphabet à mots. Et c'est des mots qui sont en fait, qui résonnent avec ton inconscient et qui te donnent des arbres. Aleph, c'est Alouf, le champion, être le maître de soi. Bet, c'est Bait, la maison, être le maître de sa maison. Mais donc ton corps, c'est une maison. Et en fait, donc à la base, on n'est plus dans la religion, on est dans le philosophique, dans l'ésotérique. Et c'est peut-être ça qui est la force de l'hébreu et du judaïsme, c'est qu'en fait, ça a toujours été une langue. Avant qu'on soit un État, on était juste un peuple. Donc en fait, on a un état d'esprit qui cherche à être droit. Et à chaque fois, l'hébreu me renvoie à ça. T'as l'impression que cette langue a préexisté au final, même avant la religion, quelque part. Des origines avec l'hébreu, quand tu t'intéresses à l'hébreu, au final. J'ai ce doute, alors j'y étais pas, je préfère m'intéresser à ce qui m'arrive aujourd'hui, est-ce que c'est des miroirs de ce qui se passe au fond de moi? Mais l'épisode de l'après l'Arche de Noé, et quand on arrive à Babel, et que en fait le roi s'appelle Nimrod. Nimrod, c'est la racine de Mered, rébellion. Tu veux dire se révolter, ouais. La révolte, et que les hommes se révoltent et qui cherchent à monter au ciel pour trouver Dieu. Aujourd'hui, ça s'appelle toujours le Tigre, en fait, la région où il y a le Tigre qui passe. Oui, Tigre, c'est Namer. Namer, okay. Nimrod. Je me dis, bon, jusqu'à combien de coïncidences va falloir se taper la tête pour se dire que c'est pas une coïncidence. Donc j'adore étudier ça, mais d'un point de vue non religieux, en disant, je suis pas religieux, je suis scientifique, et en fait, la religion, je te la prouve. En tout cas, je me la prouve. Ce qui est intéressant dans ton approche, c'est une approche assez libre, évanescente, comme ça. Quand on parle de l'hébreu, souvent, moi, j'ai une approche beaucoup plus, on va dire, scientifique, historique. Tu es assez précis dans les racines, etc. Mais toi, tu reviens peut-être même à l'origine même de la langue hébraïque, où les mots se sont faits en prenant les mêmes racines et en basculant les lettres, comme par exemple entre l'echem, le pain, chalom, le rêve. On rêve de quoi? On rêve de subvenir à ses besoins, donc au pain. Les achlim. Et à l'achlim, soigner, etc. Justement, les mots se sont créés en prenant des racines, en les intervertissant pour créer de nouveaux mots. Et c'est ça que tu fais aussi beaucoup. Tu as dit Mered, après Namer. C'est des libertés qu'on ne prend pas quand on est un peu plus scientifique, parce qu'on sait très bien que ces racines-là, elles se sont cristallisées avec le temps. Nikola Tesla, en 150 ans, il dit, pour trouver les réponses aux questions les plus problématiques et les plus profondes de l'univers, il faut réfléchir en termes de fréquence, énergie et vibration. Le seul truc qui fait les trois à la fois, c'est la voix. Comment Moïse il se retrouve? Alors donc on a Midbar, le désert, les Daber, parler, Dvarot, enfin Dibrot, les commandements. Et Dvarim dans le mais Tanakh, du coup c'est la même racine. Il va dans le Midbar, les Daber, il entend, il parle à Dieu, il reçoit les Divrot, les commandements. Tout ça c'est le même mot. Alors qu'en français, en anglais, en espagnol, en arabe, il faut passer par plein de mots. Alors que là en hébreu, c'est le même mot. T'as tout son chemin. Hachem et Shemo, Moshe, qui se réunissent. Alors je me dis, Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Ribonout, l'union. Mais il y a aussi Rive, la rupture. Alors, c'est comment chacun va vers lui-même. Soit tu décides de t'unir à toi-même, soit tu décides de t'unir à tes proches, soit tu décides de passer un mauvais moment avec quelqu'un, et là, c'est la rupture. Mais quand tu te fâches avec quelqu'un, en fait, tu te fâches avec toi-même. Et soit tu essayes de comprendre et de dire, bon, notre temps sur Terre, il est quand même assez court. Depuis que j'ai perdu mon père, j'avais 22 ans, j'ai plus tellement envie de me fâcher avec qui que ce soit, parce que quand tu sais le temps que tu apprécies avec quelqu'un et quand il est plus là, quand c'est quelqu'un d'important, tu dis que tu vas pas te fâcher avec quelqu'un qui est pas important. C'est le contraire de la fâcherie avec toi, on passe vraiment un bon moment, c'est souriant, c'est ensoleillé. Alors comment tu fais justement dans tes vidéos, parce que tes vidéos elles sont toujours un petit peu en extérieur comme ça, tu montres un peu ce soleil d'Israël, un peu comme ce que j'aime faire, parce que c'est vrai que c'est une luminosité assez incroyable, assez inspirante, mais tu tournes en plan séquence. Tu y vas, tu allumes ton téléphone et tu pars en plan séquence direct et tu balances ton message. D'où te vient cette verve, cette inspiration? J'ai fait 10 ans de photos et de vidéos, j'étais de l'autre côté de la caméra avant, et j'avais fait un peu de mannequinat plus jeune, mais ça m'a jamais plu. Quand je suis devenu photographe, donc t'aides les gens à se sentir bien. Et une fois que Corona a commencé, dès que je suis parti filmer et commencer mon documentaire, j'étais encore de l'autre côté de la caméra, j'étais pas à l'aise. J'ai mis 3 ans avant de me mettre devant la caméra, donc pendant 3 ans, je travaille mon speech, et surtout j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé à me construire en fait. 3-4 ans plus tard, je suis forcément beaucoup plus à l'aise. Donc en fait, j'ai pas envie de passer de temps comme avant à passer 10 heures à monter un film qui va avoir 400 vues ou 500. Aujourd'hui, je dis bon, vas-y, fais-le à l'arrache. Sois toi-même, kiffe, ça dure 1 minute, et sur les vidéos les plus
pourries que j'ai faites à l'arrache avec sur Instagram, avec la double caméra avant-arrière, où d'un coup tu montes à 80 000 vues alors qu'avant tu étais à 2000, on va pas se faire de mal. C'est peut-être la solution. Sois toi-même, tu bafouilles, tu dis un petit truc qui passe pas, c'est pas grave, ça fait partie du charme du live. Tu déroules même en anglais, c'est ça qui est impressionnant. L'anglais, c'est une de tes langues maternelles ou non, c'est une langue que tu as apprise? Parce que franchement, j'aimerais bien avoir un niveau d'anglais comme ça. J'ai eu la chance de partir dans des summer camps, des colonies quand j'avais 9, 10 et 11 ans pendant un mois. Tu es poreux aux langues parce que moi, tu m'envoies dans un summer camp pendant 10 ans. Non, c'est vrai que je vais pas être poreux à l'anglais parce que j'ai une résistance à l'anglais qui fait que, allez, il faut vraiment que je me force. Alors qu'avec l'hébreu, j'adore ça. Donc c'est vrai qu'il faut aimer, quoi. Il faut aimer une langue pour y rentrer. J'étais le seul français au milieu de 2000 Américains. T'avais pas le choix. Donc t'as pas le choix. Ouais. Après, quand j'étais petit, j'avais une nounou qui me parlait que en arabe. Du coup, une marocaine. Et du coup, j'ai appris peut-être que c'est le fait d'avoir accumulé quelques langues. Parce que ma mère parlait pas mal hébreu à la maison. Elle a vécu en Israël plus jeune. Et du coup, elle avait toujours des amis avec qui elle parlait en hébreu. On n'a pas appris l'hébreu. Mon père parlait beaucoup hongrois à la maison. Du coup, j'entendais beaucoup de hongrois. Je l'ai appris un petit peu plus tard. Peut-être qu'à force d'entendre des langues, et encore une fois, j'entends des schémas. Parce que dans tout l'anglais, c'est 60% de français. Moi, j'aurais dit 30, mais toi, t'es parti à 60 direct. Bah, c'est une prof quand j'étudiais la psycho qui m'a dit ça. Mais en fait, tu vois, partout où tu as un mot avec un accent, tu vires l'accent, tu rajoutes un S. Bien sûr, c'est l'accent circonflexe. Forestier, forestier. Forêt, exactement. Mais même scarf, écharpe. Bah alors le P et le F, ils s'échangent un peu, mais j'aime bien les langues. Bon, forcément, on a un État d'Israël. En France, on est un État. Mais je crois pas tellement que Dieu il nous ait dit séparez-vous les terres. Je pense à une langue comme un état d'esprit. Et qu'en fait, plus je m'ouvre à une langue, plus ça va me permettre de dire des choses dans cette langue. En français, pour moi, c'est la langue de l'inconscient. Tu peux dire les choses les plus belles, tu peux parler d'amour, de poésie, de ce que tu veux. On va le dire de manière qu'on pourrait pas le faire ni en hébreu ni en français. En revanche, en hébreu, on va pouvoir parler, pour moi, c'est la langue de la conscience absolue. Parce qu'à chaque fois que j'entends un prénom, et si tu veux, je te parle par exemple de ton nom. Cohen. Alors Cohen, j'entends pas une racine en hébreu, mais j'entends une racine en grec qui est koiné et qui est rassemblée. Et tu vois, Eli, vers moi, enfin Dieu, mon Dieu, mais vers moi, je rassemble. Et toi, tu crées cette communauté autour de l'apprentissage de l'hébreu. Et donc, en fait, tu rassembles les gens pour s'élever vers quelque chose de divin que je trouve est l'hébreu. Tu portes bien ton nom, mais tu lui obéis ou tu le portes comme tu veux. C'est la bienveillance du truc. Ça fait plaisir, j'aime beaucoup cette explication. On n'a pas forcément une racine hébraïque partout, mais dans la racine grecque, et je suis reconnaissant qu'on ait l'architecture, qu'on ait Pi, qu'on ait les maths, parce qu'on est tous contents d'avoir une maison avec un toit qui tient bien. On veut pas forcément retourner à la grotte. Donc on a les Grecs pour ça. Et les Grecs, c'est un certain état d'esprit. En français, Catherine ou Victoire ou Victor, on entend la racine Keter, victoire, Victor, Catherine, la couronne. Et je trouve que ces gens, tous ceux qui portent ce prénom, ils ont une attitude un peu royale. Mais oui, mais ça leur va bien. Le contentieux que j'ai avec l'anglais, c'est que c'est une langue déjà qui avale tout. Comme tu as dit, c'est 30%, 60% de français, ça dépend comment on voit les choses, mais ça a avalé le français, ça a avalé une ancienne langue germanique qui est un ancien allemand, et d'autres langues autour. Et ça continue encore à avaler, à s'approprier. C'est une langue très impérialiste, au final, qui avale, qui grignote de partout, et qui s'infiltre même en Israël. Aujourd'hui, on voit très bien que la mode des slogans ou alors des marques, maintenant elles sont écrites en anglais, avec un sous-titrage en hébreu, même si l'hébreu est très fort en Israël et n'est pas en train de se diluer du tout dans l'anglais, mais quand même l'anglais fait du forcing en hébreu pour te dire beseder ou yofi, on va te dire nice, please, sorry. Ça fait un forcing comme ça, qui est une très belle langue, l'anglais, j'ai rien contre cette langue, mais c'est une langue du slogan, c'est une langue de la fluidité, c'est une langue qui écrit l'oral, ce que je n'aime pas trop. Moi j'aime bien que l'oral soit l'oral, l'écrit est l'écrit. Pourquoi he is not, on a mis he isn't ou he is not? Pourquoi cet apostrophe S? Il doit se dire à l'oral, certes, mais il ne doit pas s'écrire pour moi. Et c'est cette influence qui est arrivée même en français. On commence à écrire de l'oral en français, ça me gêne. Peut-être la racine hébraïque de English. English, il y a Golesh qui surfe sur plusieurs langues. Qui déborde aussi. Mais en fait, moi je crois que l'anglais, c'est une langue, c'est la langue du matériel. Quand t'as un peu froid dans ton cœur, tu vas aller te chercher des grosses couvertures. Et t'es content, t'as North Face, t'as plein de marques. Les Américains sur le billet, il y a écrit In God We Trust, mais moi je dis c'est In Gold We Trust. Et ils ont besoin. Mais en fait, quand t'arrives pas à forcément te remplir spirituellement, tu vas aller compenser dans le matériel. Dans le consumérisme. Et ça, c'est la force de l'anglais. Ils vont tout créer, ils vont tout apporter et tu pourras pas faire mieux que de trouver des produits américains. Tous nos plaisirs, ils viennent de l'anglais. Du coup, quand tu vas te réconcilier avec ton côté spirituel, je pense que tu vas revenir vers l'hébreu. Aujourd'hui, on se perd dans le matérialisme et c'est l'histoire de Babel en fait. Babel, c'est encore ça. T'as beau avoir la tour la plus haute et le château le plus haut, Dieu, il arrive et il te remet au sol. Tu peux croire que tu vas être bien protégé,
si t'es pas fort dans ta tête, une dépression, problème dans le travail, n'importe quoi, va te ramener au sol. Et donc en fait, sois d'abord solide, tes racines plantées bien profondes, et tu pousseras bien droit. Mais tu n'auras pas besoin d'aller chercher Dieu sur terre. Je crois que Dieu, il nous a pas dit, les gars, je suis pas là-haut. Il nous a dit, je suis là partout autour de vous. Dieu, il a de la compassion. En anglais, compass, c'est la boussole. Alors j'aime bien le rapport entre compassionate et compass. Dieu, il nous a donné une boussole pour nous retrouver. Dans les Grecs, on pourra avoir la construction matérielle. Dans l'hébreu, tu auras la construction spirituelle. Dans l'anglais, tu auras le matérialisme. Tu n'auras pas forcément les maisons et tout. C'est pas la question de bâtir, mais c'est la question d'avoir plus. Être un Bnei Israël, c'est bonnet, Miché bonnet, se construire droit à l'image de Dieu. T'es pas forcément ni juif, ni musulman, ni chrétien, c'est un état d'esprit. À la base, Israël cherche pas, et même Ben Gurion, il y a 77 ans, quand il nous fait sa déclaration d'indépendance, il ne parle pas qu'au peuple juif, il parle au Bnei Israël. Tous ceux qui veulent faire partie de cette union. Ils se reconnaissent de ça. Exactement. Puisqu'on parle des langues, on a parlé de l'anglais, du français, de l'hébreu bien sûr, on va parler un petit peu de l'arabe. Il y a quelque chose qui me gêne en Israël. Parce que si tu veux, la langue arabe, c'est un parapluie, hein, l'arabe, il y a des arabes. Il n'y a pas un arabe, tout le monde le sait, parce que de toute façon c'est une langue qui s'étend du Moyen-Orient aux confins du Maghreb. C'est une langue très fluide, très mouvante, et qui a beaucoup de manques, paraît-il, puisque j'entends quand des Algériens parlent, ils mettent beaucoup de français dans leur arabe, et en Israël, je sais que les Arabes mettent beaucoup d'hébreu dans leur arabe aussi, quand il y a des mots qui n'existent pas. Moi, ce qui me dérange en Israël, c'est qu'on fasse cet excès de zèle. C'est-à-dire que les Arabes israéliens, ok, ils apprennent pas, soi-disant, l'hébreu à l'école. Mais ils sont censés quand même apprendre l'hébreu en Israël. On peut pas faire société avec des gens qui sont d'une autre religion, bon ça c'est une chose, mais qui n'ont pas la même langue. Le fait de les laisser, de les assigner à résidence en leur disant « vous n'apprendrez pas l'hébreu, c'est pas grave, on va vous mettre sur les bus systématiquement en anglais, en hébreu et en arabe », je trouve ça vraiment délétère. Je sais pas ce que tu en penses, moi ça me gêne. Et ça me gêne encore plus parce que quand je veux prendre le tramway, à chaque fois que je veux savoir la direction ou le temps qui reste avant que le tramway arrive, ça s'affiche en arabe. Voilà. Je tombe toujours sur l'arabe, ça m'énerve alors que il y a l'hébreu et l'anglais à côté, tu vois. Ça me gêne parce que je pense que les Arabes en Israël sont censés apprendre l'hébreu, comprendre l'hébreu, et bien sûr, ils comprennent Bet Almid, Bat Yam, Mouzeon, Eged, Ashdod. Ils savent, ça sert à rien de leur mettre en arabe. Au pire, ils savent lire en anglais. Cette assignation à résidence en Israël me gêne. Tu dis il y a différents arabes en termes de langue, mais aussi en fonction de là où ils vivent. À Yafo, Tel Aviv, Bat Yam, autour, ils sont à l'école israélienne à partir de souvent le collège. Les garçons sont envoyés dans les lycées et collèges hébreux parce qu'il y a plus de maths et que les parents veulent que les enfants ils soient calqués sur le modèle des juifs pour mieux réussir dans la vie, pour être mieux insérés. Mais ça, c'est on va dire dans les villes périphériques aux grandes villes. Plus loin dans les villages et compagnie, c'est un peu moins imposé. Mais ils parlent tous hébreu. Ils vont tous travailler avec des Israéliens, des Juifs le reste de la journée. J'ai rencontré un arabe qui ne parlait pas hébreu. Bon, mais il y en a toujours un, ou deux, ou trois. Oublie pas que tu habites quand même. Un village entre Netanya et Haïfa. T'en trouveras. Je trouvais ça vraiment presque vexant parce qu'au final, tu habites en Israël. T'as pas envie de faire corps avec cette société, même si tu n'es pas d'accord avec la Tikva, même si tu n'es pas d'accord avec Netanyahou. T'as pas envie de faire fusion avec cette société? Écoute, j'ai envie qu'ils fassent fusion, mais moi aussi j'ai envie d'apprendre l'arabe. Moi je suis content en fait que je puisse m'amuser dans le tram ou dans le train, à me dire tiens c'est quoi cette lettre, parce que finalement le rêche que nous on écrit comme ça, eux ils le mettent à l'envers. Souvent c'est un miroir. Et encore une fois, on est une minorité dans le Proche-Orient. Donc en fait, je veux et j'espère qu'un jour, je pourrais me promener dans tous les pays, mais il faut que je sois à l'aise. Il faut que je sois à l'aise, il faut que je parle un peu leur langue. Donc en fait, peut-être que c'est un coup de pouce que ça me donne. Et quand tu sais qu'en fait, les 3/4 des mots en arabe viennent de l'hébreu, que parfois il y a juste une petite lettre qui change, ou alors l'ordre d'une lettre. Fousra, Fousra c'est le littéraire. En hébreu on dit sifruti, eux ils disent Fousra. D'accord. En fait, c'est tout très proche. Kelev, kalb. Alors en hébreu, Kelev, une racine comme un cœur, tel un cœur. Eux, ça a été un peu modifié, mais je pense qu'à la base, c'était des juifs qui parlaient un hébreu moins littéraire et qui ont juste modifié. Ali, c'était Eli. Omar, c'était Omer. Après, tu as aussi le Homer chez les Grecs. Mais tous ces mots, en fait, ils sont tous proches. Et le but, c'est juste de se compléter. Apprendre une langue, c'est une bénédiction. Tu te sentiras forcément plus à l'aise. Tu iras plus à Jérusalem-Est en sachant que tu peux lui parler. Et s'il se fout de ta gueule ou tu lui dis un truc, tu lui dis Ahlanoukti, ça veut dire très bonne blague. Et le mec il va se dire oh merde, en fait il parle arabe.
Ah désolé, il va venir, il va te donner un jus de mangue et il va t'inviter à table parce qu'il se sentira mal. Il y a vraiment cette amicalité comme partout, c'est vrai, partout, c'est sûr. partout. C'est pour ça que Parce je l'ai que fait, moi, c'est pour ça que j'ai provoqué moi, partout où j'ai j'ai été. l'impression que le peuple arabe est quand même très hostile. J'aurais voulu que ce soit comme tu me le décris, mais... Bah viens avec moi, Viens, on se fait le mont du temple un matin si tu veux monter. Ah, carrément. Ou alors... Ah, tu y vas direct, toi. Bah ouais, pour moi c'est une grande mitzvah, tu sais. On est revenu en Israël et on a tout fait pour obtenir un pays. Et à un moment, il y a juste cet endroit-là comme ça où on croit qu'on y a moins le droit. Mais si tu vas pas, comment tu vas montrer que t'es chez toi? Si t'emmènes pas des gens, c'est pour ça en plus moi je vois il y a des Magen David partout en fait sous le dôme doré. Si tu vas pas leur montrer qu'il y a aussi ça et que ça fait partie de leur patrimoine, pourquoi tu veux qu'on le récupère? C'est ça que je trouve qui est bien. En plus après j'ai un autre schéma psychologique où je dis quand tu vas prier face à un mur, c'est peut-être que toi-même dans la vie t'affrontes un mur ou que t'es pas capable de le dépasser. Monte là-haut. Ça me gêne parce que ça fait quand même référence au mur des ghettos, au mur du ghetto de Varsovie. Tous ces murs qui nous ont toujours accompagnés pendant toute l'histoire. On a toujours été entourés on a que 77 ans, on va grandir, on est jeunes. Kibbutz Galouyot, on est revenu de plus de 100 pays. Exactement. Donc on a un peu les Marocains, Thémanites, les Yémanites, les Français, les Anglais, les Américains, les Argentins. On est en train de se remettre ensemble. Et on va se réunir, j'espère, autour de l'hébreu, mais aussi autour de toutes ces autres langues qui nous amènent des cadeaux. Voilà, le Tikkun Haolam, il aura d'abord lieu s'il y a le Tikkun Atzmi. Plus tu essayes toi-même d'être droit, d'être bien, de profiter. J'apprends juste l'arabe. Effectivement, c'est une sorte de Krav Maga à la base. Mais partant du Krav Maga, ça devient une invitation presque VIP partout où je me promène. Et c'est tout ce que je peux souhaiter à n'importe qui, c'est te sentir roi chez toi, mais aussi chez eux. Que tu sois bien dans tes pompes, que tu n'aies pas le stress de il va m'arriver quelque chose, parce que ça n'arrivera pas en fait. Solal Fakiel, je te remercie pour cet échange vraiment passionnant, ésotérique, un peu comme ça, évanescent. Et ça fait du bien, en plus avec ce temps splendide sur la plage de Tel Aviv. Merci. Pour finir, tu fais du développement personnel? Ouais, je suis une sorte de guide thérapeutique en fait. Après cette conversation, je me dis il y a quelque chose derrière. Tu fais du développement personnel? Ouais. Tu as des passions en quelque sorte? J'ai développé une méthode que je me suis d'abord appliquée à moi et je me suis dit ok, on a comme l'alphabet hébreu, Aleph à Taf, c'est que des mots. Okay. Et moi, mon alphabet à moi dans ma tête, est-ce il résonne sur des mots positifs ou négatifs? Donc à partir du moment où tu arrives à nettoyer ta négativité, tu vas pouvoir remettre des mots positifs et je joue comme ça là-dessus. J'ai toujours voulu être psy mais j'ai jamais voulu garder des patients pendant 5 ans, 7 ans. Je pense qu'on mérite de soigner bien plus vite. Maintenant je fais ça et ça fait du bien, je vois que ça traite les gens plus rapidement. Faut qu'on se parle. C'est pour un pote, hein, c'est pas pour moi. Be'ava. Solal Fakiel, Toda Rabba. Toda Lecha. C'était un plaisir. Et peut-être qu'on refera une autre vidéo si vous nous le demandez. Bien sûr, vous savez, pour apprendre l'hébreu, ça se passe sur acoursdhébreu.com. Et aussi pour s'inspirer, pour être très honnête avec vous, foncez sur la page de Solal Fakiel qui s'appelle Solal Israël en français et Israel from Inside en anglais. En anglais. Bye. Merci beaucoup.